Bienvenue dans le sanctuaire bouddhiste, un voyage que vous n'oublierez pas de sitôt. Connu comme le toit du monde, le Tibet est une région perchée dans les hauteurs de l'Himalaya, offrant des vues à couper le souffle et un mode de vie unique qui est resté en grande partie inchangé depuis des siècles. Cependant, au-delà des monastères sereins et des sommets imposants, se cache une pratique sociale qui intrigue et mystifie beaucoup de monde, le système de la polyandrie. La polyandrie, où une femme épouse plusieurs maris, est une pratique matrimoniale singulière encore observée dans certaines régions du Tibet. Cette coutume, ancrée dans la praticité et la tradition, offre un aperçu captivant des stratégies d'adaptation de la société tibétaine face à des conditions environnementales et économiques difficiles. Alors, attachez vos ceintures pour une aventure révélatrice au pays des neiges, où chaque instant est rempli d'émerveillements et de découvertes. Parmi les nombreuses merveilles de cette région mystique, le calendrier lunaire tibétain et le festival de Losar occupent une place particulière. Le calendrier lunaire tibétain est bien plus qu'une simple façon de marquer le temps qui passe, enraciné dans un mélange unique de traditions bouddhistes et bonnes. Il sert de guide spirituel qui influence la vie quotidienne, les pratiques agricoles et les cérémonies religieuses. Chaque mois commence et se termine avec la nouvelle lune. Et le calendrier est méticuleusement conçu pour s'aligner sur les événements célestes et les changements saisonniers. Au cœur de ce calendrier lunaire se trouve le festival de Losar, la célébration la plus importante du Tibet, Losar, qui se traduit par Nouvel An, est une période de renouveau, de réunion de famille et de purification spirituelle, s'étalant sur 15 jours, dont les principaux événements se déroulent les 3 premiers. Losar est une mosaïque vibrante de rituels, de musique, de danse et de festins, du nettoyage et de la décoration des maisons aux offrandes complexes dans les monastères. Chaque aspect de Losar est imprégné de significations symboliques, visant à chasser la négativité et à inaugurer la prospérité et la bonne fortune pour l'année à venir. L'un des moments forts du festival est l'accrochage de nouveaux drapeaux de prière, symbolisant l'esprit communautaire et l'accueil plein d'espoir de nouveaux départs. Dans certaines régions, des pratiques uniques pendant Losar incluant des traditions où les jeunes femmes peuvent choisir de passer du temps avec des visiteurs, ce qui est censé apporter chance et bénédiction pour la nouvelle année. Imaginez vivre sur le plateau tibétain accidenté, où le climat est rude et les terres arables rares. Dans ce contexte difficile, la polyandrie traditionnelle tibétaine, en particulier la polyandrie fraternelle où des frères partagent une seule épouse, apparaît comme une solution brillante. Bien que cela puisse sembler inhabituel d'un point de vue occidental, cette pratique joue un rôle crucial pour maintenir les familles unies et économiquement stables, en partageant une épouse. Les frères évitant de diviser les terres familiales en parcelles plus petites. Cette approche collective garantit que leurs terres et leurs ressources cédantes restent intactes, assurant un moyen de subsistance durable pour toute la famille. En fait, les familles polyandres jouissent souvent de meilleurs résultats économiques que leurs voisins monogames grâce au partage des responsabilités et des ressources. La polyandrie renforce également les liens familiaux et réduit les conflits liés à l'héritage. Tous les enfants nés dans une famille polyandre sont considérés comme les descendants de tous les maris, ce qui favorise un fort sentiment d'unité et de coopération. Avoir plusieurs figures paternelles signifie plus de mains pour aider à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères, créant ainsi un environnement stable et solidaire. Pendant ce temps, l'épouse exerce une influence considérable dans les affaires familiales et équilibrant la dynamique du foyer. Il est intéressant de noter que les recherches montrent que les familles polyandres bénéficient souvent de meilleurs résultats économiques et d'un niveau de vie plus élevé que les familles monogames. Le partage du travail et des ressources facilite la gestion des dures réalités de la vie sur le plateau tibétain. Malgré son déclin dû à la modernisation et au changement culturel, la polyandrie tibétaine reste un sujet captivant pour les chercheurs. Que pensez-vous de cette tradition unique ? Comment pensez-vous que cette pratique se compare aux structures familiales de votre culture ? Nous serions ravis de lire vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Notre voyage se poursuit avec la découverte de l'insaisissable pomme diamant noire, originaire de la région tibétaine. Ces pommes ne sont pas une variété ordinaire. Avec leur peau d'un violet profond, presque noir, elles dégagent une aura de luxe et de mystère. Mais qu'est-ce qui rend ces pommes si spéciales et pourquoi sont-elles si recherchées ? Pour comprendre le caractère unique des pommes diamant noires, nous devons nous pencher sur l'environnement où elles sont cultivées, en haute altitude sur le plateau tibétain. Entre 3500 et 4200 mètres, ces pommes prospèrent dans des conditions rudes mais pures. La pomme diamant noir est connue pour sa chair exceptionnellement juteuse et sucrée.
Offrant un équilibre parfait entre douceur et acidité, la saison de la récolte des pommes diamants noirs est une période de célébration et de travail acharné. Une fois récoltées, les pommes sont méticuleusement triées et emballées pour être exportées vers les marchés haut de gamme du monde entier. L'environnement de culture de ces pommes est incroyablement exigeant et leur production est limitée. Pour cette raison, la pomme diamant noir a acquis une réputation de fruit de luxe. Leur rareté et leur goût exquis ont un prix élevé, allant souvent de 7 à 120 dollars américains par pomme, soit environ de 6 à 103 euros, selon le marché et la saison. Saviez-vous que dans la culture tibétaine, l'astrologie, connue sous le nom de Sé, joue un rôle incroyablement vital? Ces cartes astrologiques sont élaborées avec une précision méticuleuse en fonction de l'heure et de la date de naissance exacte d'une personne, guidant les individus tout au long de leur vie avec des prédictions et les aidant à prendre des décisions clés. Par exemple, la compatibilité conjugale est souvent évaluée par une analyse astrologique, où les positions des étoiles et des planètes à la naissance prédisent l'harmonie et la prospérité de la relation. L'astrologie croise également la médecine tibétaine, où l'on pense que les positions célestes ont un impact sur la santé physique et mentale. Cette pratique ancienne guide le moment des traitements médicaux et la sélection de remèdes spécifiques pour aligner les pratiques de santé avec les rythmes cosmiques. En parlant de médecine tibétaine, un aspect fascinant concerne la récolte du cordyceps, un champignon précieux réputé pour ses propriétés curatives. Cette pratique a lieu dans les prairies de haute altitude où le cordyceps pousse sur des chenilles. Cette activité n'est pas seulement importante sur le plan économique, générant un montant impressionnant d'1 milliard de dollars américains par an pour les communautés locales, soit environ 858 millions d'euros. Mais elle est aussi culturellement importante, rassemblant les communautés pour des rituels et des célébrations. Les Tibétains cherchent également conseil auprès des oracles et emploient des techniques de divination, reflétant leur croyance en la connexion entre les mondes spirituel et matériel. L'oracle du Tibet, par exemple, a historiquement conseillé les dirigeants nationaux et le Dalai Lama lors de cérémonies. Ces oracles entrent dans des états de transe pour transmettre des messages et des aperçus divins. Et n'oublions pas l'une des coutumes tibétaines les plus uniques et significatives, les funérailles célestes, ancrées dans les croyances bouddhistes sur la réincarnation et la nature impermanente du corps physique. Les funérailles célestes sont pratiquées sur des sites désignés dans de hautes montagnes isolées. Findeduif, les moines accomplissent des rituels avant que les vautours ne consomment les restes, symbolisant le lien entre la vie et la mort et le lien profond avec la nature que la culture tibétaine embrasse. Avant de nous plonger plus profondément dans la culture unique du Tibet, carrefour de la tradition et de la modernité au cœur de l'Asie, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouviez nous aider, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous nous engageons à continuer d'améliorer cette émission pour vous. Ça marche. La riche tapisserie de la culture tibétaine est symbolisée par l'emblématique drapeau au lion des neiges, également connu sous le nom de drapeau du Tibet libre. Cet emblème puissant représente l'identité nationale du gouvernement tibétain en exil et de la communauté tibétaine en exil. Le drapeau historique présente 2 majestueux lions des neiges se faisant face, symbolisant la nature intrépide et le triomphe du peuple tibétain. Ils tiennent un joyau flamboyant, représentant la richesse spirituelle et matérielle chérie. Au-dessus d'eux, un soleil radieux aux rayons étendus signifie la liberté et le soin de tous les êtres. Reflétant le symbolisme bouddhiste, les rayons bleus symbolisent les 10 directions du bouddhisme. Incarnant la paix et le bonheur universel, une bordure dorée entoure le soleil et les lions. Représentant la diffusion des enseignements bouddhistes, la culture tibétaine prospère grâce à sa riche tradition de contes, qui préserve l'histoire, les valeurs morales et les croyances spirituelles à travers les générations. L'une des épopées les plus importantes est l'histoire du roi Gézar. Cette histoire, reconnue par le Guinness des records comme la plus longue épopée, n'est pas seulement un chef-d'œuvre littéraire, mais aussi un trésor de valeurs, d'histoire et de cosmologie tibétaine. La musique et la danse sont l'âme de la vie tibétaine. La musique traditionnelle tibétaine comprend des chants et des chansons profanes jouées avec des instruments comme le damian, le lingbu et les tambours, les danses tibétaines, des danses sacrées, chants exécutés par des moines masqués dans les monastères, aux danses folkloriques vibrantes dans les villages et les villes, font partie intégrante de leur culture. Ces danses ne sont pas de simples divertissements. Elles transmettent des leçons de morale et préservent le folklore. Dans les villes enchanteresses du Tibet, la vie quotidienne des moines est un mélange fascinant de tradition, de discipline et de dévotion spirituelle. Un aspect clé de leur parcours d'apprentissage est le débat traditionnel, un échange vibrant et dynamique où les moines se défient les uns les autres, plongeant au cœur des complexités des enseignements bouddhistes à 100.
Ces débats ne sont pas de simples exercices intellectuels, mais sont cruciaux pour affiner leur compréhension et leur engagement. Les repas dans les monastères tibétains sont un témoignage de simplicité et de discipline. Les moines consomment généralement des repas végétariens, reflétant les principes de non-violence du bouddhisme. Cette adhésion à un régime végétarien est une expression profonde de leur chemin spirituel, mettant l'accent sur la compassion et le respect de tous les êtres vivants. Les après-midi dans ces monastères sont consacrés à l'étude individuelle, à la méditation et aux rituels communautaires. Ces rituels comprennent des chants, des performances musicales et la création complexe de mandalas de sable, chacun symbolisant la transformation spirituelle et l'impermanence. À la tombée de la nuit, les moines se rassemblent pour les prières du soir et la méditation, un moment de réflexion et de préparation au repos. Tout au long de l'année, les monastères tibétains s'animent de diverses cérémonies et rituels. L'un de ces événements importants est le festival de prière de Monlam. Ce festival annuel, célébré avec faste, met en valeur la profondeur des traditions et des croyances bouddhistes tibétaines, enrichissant la trame spirituelle de la communauté monastique. Tout comme les moines consacrent leur vie à la croissance spirituelle et au service de la communauté, les nonnes tibétaines incarnent une dévotion similaire, vivant dans des communautés dynamiques et très unies, connues sous le nom d'anis. Ces femmes dévouées mènent une vie très semblable à celle de leurs homologues masculins, les moines. S'immergeant dans les pratiques et les enseignements du bouddhisme tibétain, elles vivent principalement dans des nonneries qui leur servent de centre spirituel et communautaire. La dévotion de ces nonnes à leur croissance caudo-spirituelle et à leur communauté est profonde. Chaque jour, ces nonnes s'adonnent à la prière, à la méditation et au service communautaire. Mais contrairement aux moines, les nonnes vivent souvent dans des quartiers plus douillés et isolés, favorisant un sentiment unique d'intimité et de tranquillité. Le chemin pour devenir nonne est souvent alimenté par un puissant désir d'illumination et une profonde volonté d'échapper au cycle de la souffrance mondaine. Ces dernières années, le nombre de nonnes tibétaines a connu une augmentation significative. Selon les dernières données de 2024, il y a maintenant plus de 6000 nonnes tibétaines, un témoignage de l'attrait et de la reconnaissance croissant de leur chemin spirituel. Ces femmes viennent souvent d'horizons divers, apportant une riche mosaïque d'expériences et de perspectives à leur vie monastique. Le Tibet abrite certains des monuments les plus spectaculaires et culturellement significatifs du monde. Notre voyage commence avec l'emblématique Palais du Potala, l'ancienne résidence d'hiver du Dalai Lama et un symbole du bouddhisme tibétain, perché au sommet de la colline Marpori. Ce chef-d'œuvre architectural témoigne de la riche histoire et de la signification spirituelle du Tibet. Ensuite, nous nous aventurons au temple de Jokang, une autre pierre angulaire de la spiritualité tibétaine, construit à l'origine pour abriter des statues de Bouddha apportées au Tibet dans le cadre de dots royales. Le temple de Jokang s'est développé au fil des siècles pour devenir un complexe de chapelles, de sanctuaires et de salles de prière, chacun rempli d'une intense aura spirituelle. Au cœur de Lhasa, la rue Barkor vibre de la vie tibétaine. Cette ancienne rue est plus qu'une simple artère principale. C'est une partie vitale du chemin de pèlerinage, animé par les pas et les prières d'innombrables dévots de la rue animée de Barkor. Un court trajet nous mène au tranquille monastère de Sera, situé à la périphérie de Lhasa. Ce site historique est l'un des grands monastères universitaires du Tibet, réputé pour son atmosphère savante et contemplative. Norbulinka est l'apsé Propas à la prochaine destination que nous ne pouvons pas manquer. Construite au XVIIIe siècle sous le règne du 7e Dalai Lama, servant de résidence d'été aux Dalai Lama successifs jusqu'en 1959. Les magnifiques jardins et les bâtiments historiques de Norbulinka offrent une retraite sereine. Plus loin que Norbulinka se trouve le monastère de Drepung, divisé en plusieurs collèges, chacun dédié à différents aspects de la philosophie et de la pratique bouddhiste. Sans que, perché au sommet d'une colline dans la vallée de Drepung à Lhasa, ce monastère dégage une ambiance savante et spirituelle vibrante. Nous nous arrêterons au palais de Yungbulakang, l'un des endroits les plus anciens et les plus mystérieux du Tibet. Considéré comme le premier bâtiment du Tibet, il est perçu comme le berceau de la civilisation tibétaine. En nous dirigeant vers le sud-ouest de Lhasa, dans la vallée de Nang, nous trouvons la ville historique de Gyansi. Avec ses maisons tibétaines traditionnelles, ses rues pavées et ses marchés locaux animés, Gyansi est comme un musée vivant, offrant un aperçu de la vie quotidienne du peuple tibétain. Parmi les lieux mentionnés, lequel vous intrigue le plus? Est-ce le majestueux palais du Potala ou le spirituel temple de Jokang? Peut-être que la vie trépidante de la rue Barkor ou les jardins sereins de Norbulinka ont attiré votre attention. Ou peut-être êtes-vous fasciné par le mystérieux palais de Yungbulakang et le charme historique de Gyansi. Laissez un commentaire ci-dessous et faites-nous part de vos réflexions. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les origines anciennes du peuple tibétain? Faisons un voyage dans le temps.
en commençant par la religion indigène Bon et l'ancienne culture Zhangzhung, bien qu'une grande partie de cette histoire ancienne reste enveloppée de mystères, transmise par les traditions orales et plus tard par les textes bouddhistes, un tournant décisif est survenu au 7e siècle avec l'introduction de l'écriture tibétaine. Ce développement crucial a permis au Tibet de préserver son riche patrimoine culturel et historique pour les générations à venir. L'ancien Tibet n'était pas seulement une région reculée et isolée, c'était un acteur central dans le vaste réseau commercial de la route de la soie, Kwansan, reliant l'Est et l'Ouest au 7e siècle. L'empire tibétain a pris de l'importance sous l'empereur Songtsen Gampo. Cette ère avait été marquée par des expansions majeures et une influence significative. L'empereur Songtsen Gampo est une figure clé de l'histoire tibétaine. Il a établi la capitale de l'empire à Lhasa et a supervisé la construction des premiers temples bouddhistes du Tibet, y compris les vénérés temples de Jokang et Ramosh. Cette période a également vu le développement de l'écriture et de la monnaie tibétaine, signalant la montée d'une administration sophistiquée et centralisée. À partir du XIe siècle, le bouddhisme monastique a commencé à prospérer. De nombreuses écoles et monastères ont été créés, devenant des centres vitaux d'apprentissage, d'expression artistique et de vie communautaire. Ces monastères ont joué un rôle crucial dans la formation de la société tibétaine, au-delà de leurs fonctions religieuses. À partir du XIVe siècle, les Dalaï Lamas sont apparus comme les chefs spirituels et temporels du Tibet, incarnant un mélange unique de religion et de gouvernance. Cependant, le XXe siècle a apporté des changements spectaculaires. La déclaration précoce d'indépendance du Tibet n'a pas été largement reconnue, et en 1950, la République populaire de Chine a affirmé son contrôle sur le Tibet. Cela a entraîné d'importantes transformations politiques et sociales. Suite au soulèvement tibétain de 1959, le Dalaï Lama a cherché asile en Inde. Établissant le gouvernement tibétain en exil à Dharamsala, cela a marqué un tournant crucial dans la résistance tibétaine et le début du mouvement international pour la liberté du Tibet. En 1995, le gouvernement chinois a nommé son propre Panchen Lama. Reconnaissant la pratique répandue du bouddhisme en Chine, cette décision, prise 6 ans après la mort du précédent Panchen Lama, divergeait radicalement du choix du Dalaï Lama actuel, dont le successeur choisi reste caché en Chine. Aujourd'hui au Tibet, les images du Panchen Lama nommé par le gouvernement sont courantes. Ahashtre, contrastant fortement avec l'interdiction légale des images du 14e Dalaï Lama, la possession de telles images est passible d'amende ou d'emprisonnement. De nombreux Tibétains considèrent cette divergence comme une tentative délibérée du gouvernement chinois de saper la culture et l'identité tibétaine. Cette interdiction s'étend aux drapeaux tibétains, dont l'affichage est interdit partout dans le pays, tandis que les drapeaux chinois sont bien en vue sur les toits. Imaginez vivre dans l'un des environnements les plus difficiles de la planète, le plateau tibétain, où l'air est raréfié et les altitudes dépassent souvent les 14 000 pieds, soit environ 4 200 mètres, rencontrer le peuple droit, souvent appelé les nomades tibétains. Leur vie est un témoignage de résilience, de tradition et d'un lien profond avec leur terre et leur bétail. Ces nomades prospèrent sur ce terrain accidenté, élevant des yaks, des moutons et des chèvres, tous particulièrement adaptés aux conditions difficiles de leur patrie. Au cœur de leur existence se trouve l'élevage de yaks, de moutons et de chèvres, des animaux parfaitement adaptés au climat extrême du plateau. Le mode de vie des Droas suit une migration saisonnière, garantissant que leurs troupeaux ont toujours accès aux meilleurs pâturages et sources d'eau tout au long de l'année. Leurs maisons, des tentes noires emblématiques faites de poils de yak, conçues pour résister aux vents violents et aux températures glaciales, incarnant l'esprit nomade. Au cœur des communautés rurales du Tibet, les femmes tissent des couvertures et fabriquent du beurre, tandis que les hommes gèrent habilement les troupeaux. À l'automne, les nomades se rendent sur des marchés animés, troquant du bétail pour s'approvisionner en provisions vitales pour le long hiver à venir. Leurs compétences en équitation sont légendaires, avec des festivals locaux présentant des courses de chevaux palpitantes et des compétitions d'habileté qui rassemblent la communauté, célébrant leur riche héritage culturel. Maintenant, tournons notre regard vers les vallées sereines et les terrains plus bas du Tibet, où les agriculteurs tibétains travaillent en harmonie avec la terre. Ces gardiens du sol s'adonnent à des pratiques agricoles séculaires, cultivant des cultures essentielles comme l'orge et le blé, l'orgue, une céréale robuste, nourrit non seulement la communauté mais constitue également un symbole culturel profondément ancré dans les traditions tibétaines. La vie de ces agriculteurs tourne autour du calendrier agricole planté, entretenir et récolter l'orge. Les familles travaillent ensemble, transmettant les connaissances de génération en génération. Les maisons tibétaines traditionnelles, construites en pierre et en bois locaux, avec des murs épais et de petites fenêtres, offrent chaleur et protection contre les éléments. À l'intérieur,
Des textiles éclatants et un foyer central créent un espace convivial et chaleureux. Cependant, les défis modernes menacent ces modes de vie traditionnels. De nombreux jeunes Tibétains déménagent dans les villes pour l'éducation et les opportunités d'emploi, risquant la perte des savoirs agricoles. Les changements politiques et économiques ont également eu un impact sur la propriété foncière et les pratiques agricoles. Pourtant, la résilience des agriculteurs transparaît alors qu'ils s'adaptent à ces changements. S'efforçant de préserver leur héritage culturel, les femmes jouent un rôle vital dans l'agriculture tibétaine, gérant les foyers et travaillant aux côtés des hommes dans les champs. Leurs contributions sont essentielles au maintien de l'équilibre et de la durabilité de leur communauté au cœur du Tibet rural. Le quotidien est façonné par un environnement naturel impitoyable et la quête constante de survie. Pourtant, le visage urbain du Tibet raconte une histoire radicalement différente, en particulier dans des villes animées comme Lhasa, Shigatse et Gyansi. Ces centres urbains sont un fascinant mélange d'anciens et de contemporains, où les monastères et temples historiques côtoient des infrastructures modernes, reflétant l'évolution rapide de la société tibétaine. Le Tibet urbain est un creuset de professions qui reflète sa diversité économique. Si le commerce reste essentiel, il a considérablement évolué grâce au transport et aux communications modernes. L'amélioration des opportunités éducatives et les avancées technologiques ont permis aux Tibétains urbains d'exceller dans l'hôtellerie, l'éducation, la santé et les fonctions administratives. La jeune génération innove, se lançant dans les secteurs de la technologie et des affaires. Autrefois inimaginable dans les contextes tibétains traditionnels, les écoles des villes animées, comme Lhasa, adoptent le programme scolaire chinois standard, mais l'enrichissent de manière unique avec des cours de langue et de culture tibétaine. Cette double approche garantit que les jeunes Tibétains sont bien préparés pour l'avenir tout en restant enracinés dans leur héritage. Les places traditionnelles comme les momos, la tukpa et le thé au beurre restent des favoris. Mais les zones urbaines offrent désormais une gamme passionnante de cuisines internationales. Les restaurants et les cafés s'adressent à la fois aux habitants et aux touristes mêlant les saveurs chinoises, indiennes, népalaises et occidentales à la cuisine tibétaine traditionnelle. Le tourisme est un moteur économique dans le Tibet urbain, attirant des visiteurs du monde entier désireux de s'immerger dans sa culture unique et ses paysages grandioses. Cet essor du tourisme stimule non seulement l'économie, mais favorise également le développement des infrastructures et des services pour répondre aux besoins des voyageurs. L'urbanisation entraîne des défis, notamment la pollution et la gestion des déchets. Pourtant, de nombreux Tibétains urbains se consacrent avec ferveur à la conservation de l'environnement et à un mode de vie durable, s'efforçant de protéger leur environnement naturel vierge tout en embrassant la modernisation nichée au cœur de l'Himalaya. Le toit du monde n'est pas seulement un trésor culturel et spirituel, mais aussi une merveille géographique. S'étendant sur une superficie presque aussi vaste que l'Europe occidentale, englobant la région autonome du Tibet et s'étendant sur tout le plateau tibétain, cette région offre un paysage presque 2 fois plus grand, inégalé dans sa grandeur et sa majesté. Le Tibet, avec une altitude moyenne de 4900 mètres, est la région la plus élevée de la Terre. Les niveaux d'oxygène réduits, jusqu'à 40% de moins qu'au niveau de la mer, peuvent provoquer le mal des montagnes chez les non-habitués. Malgré cela, l'air du Tibet est exceptionnellement pur, offrant des vues à couper le souffle sur de vastes paysages et des ciels d'un bleu éclatant. Ces conditions uniques font du Tibet une destination prisée des voyageurs aventureux. Le peuple tibétain s'est adapté de manière unique à son environnement de haute altitude, contrairement à ceux qui vivent au niveau de la mer. Ils possèdent des traits physiologiques qui leur permettent de prospérer avec des niveaux d'oxygène plus bas. Leur hémoglobine est régulée pour empêcher un épaississement excessif du sang, évitant ainsi les caillots et les accidents vasculaires cérébraux, une adaptation génétique qui les distingue des autres populations de haute altitude. Le climat du Tibet est un autre aspect de son caractère unique. Les hivers peuvent être extrêmement froids, avec des températures descendant jusqu'à moins 40 degrés, tandis que les étés restent agréablement frais, dépassant rarement les 68 degrés Fahrenheit, soit 20 degrés Celsius. Ce contraste climatique ajoute une autre dimension au paysage remarquable du Tibet, le distinguant des autres régions proches de l'équateur. Le plateau tibétain est un havre pour la faune rare. L'antilope du Tibet, apprécié pour sa laine fine et chaude, parcourt ces hauts plateaux. Le yak emblématique est indispensable au mode de vie local, fournissant viande, light, laine et transport. D'autres espèces uniques, telles que l'ours brun du Tibet, le renard des sables du Tibet, le chat de palace et le loup du Tibet, contribuent à la riche biodiversité de cette région extraordinaire. Imaginez d'anciens nomades dans les vastes paysages du Tibet, s'efforçant de protéger leur précieux bétail contre de féroces prédateurs. Pour surmonter ce défi de taille, ils ont ingénieusement élevé le dog du Tibet,
un chien grandiose et impressionnant qui appartient à la famille des mastifs. Dotés de grands corps musclés et d'épais manteaux à double couche, les dogs du Tibet ne sont pas seulement un spectacle à voir, mais aussi un témoignage de survie dans des conditions extrêmes. Leur fort instinct de meute renforce encore leur capacité à protéger le bétail contre les menaces Meibaya en Aesar et la Kenitreus. Il n'est pas étonnant que ces chiens soient considérés comme l'une des races les plus chères au monde, certains se vendant pour plus de 2 millions de dollars américains, soit plus d'1 700 000 €, en raison de leur rareté et de leur qualité extraordinaire. Le dog du Tibet n'est pas seulement un animal de compagnie, c'est un symbole de l'ingéniosité et de l'adaptabilité remarquable du peuple tibétain. Cette race incarne leur esprit d'endurance alors qu'ils coexistent avec la faune diversifiée de leur patrie. Et pour terminer le voyage d'aujourd'hui, explorons ensemble les immenses ressources en eau du Tibet et leur importance mondiale. Saviez-vous que le Tibet est le 3e plus grand réservoir d'eau et de glace au monde ? C'est exact. Il n'est devancé que par l'Arctique et l'Antarctique en termes de réserves d'eau et de glace. Cette région, réputée pour ses lacs, ses rivières et ses glaciers à couper le souffle, est une bouée de sauvetage pour près de la moitié de la population mondiale. Cela signifie qu'un nombre stupéfiant de 47% de la population mondiale dépend de l'eau douce provenant du Tibet, qui est à juste titre connu comme le château d'eau de l'Asie. Les fleuves Yangtze, Indus, Mekong et Brahmapoutre, alimentés par les glaciers du plateau tibétain, sont vitaux pour des milliards de personnes dans de nombreux pays. Le fleuve Yangtze à lui seul fait vivre plus de 400 millions de personnes. Les lacs de haute altitude comme le lac Nam, perché à environ 15 000 pieds, soit 4 500 mètres, comptent parmi les plus hauts lacs salés du monde. Ces lacs, outre leur beauté stupéfiante, jouent un rôle crucial dans la formation du climat et de l'écosystème régionaux. Mais les ressources en eau du Tibet ne sont pas seulement importantes localement, elles ont un impact mondial. Affectant la vie et les moyens de subsistance d'innombrables individus, l'équilibre délicat de cette région riche en eau soutient des écosystèmes diversifiés et souligne l'interconnexion des ressources en eau de notre monde. Pour vous donner une idée, les glaciers du Tibet fondent à un rythme alarmant en raison du changement climatique, affectant la disponibilité de l'eau pour des millions de personnes en aval. C'est un rappel brutal de la façon dont les changements dans une partie du monde peuvent avoir des répercussions sur tous les continents. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.